Voilà, donc j'ai le plaisir de recevoir Franck Caspar, un ancien directeur financier, nouvellement à la retraite, qui a beaucoup voyagé en Asie et qui, en 2013, a créé l'association Pour le bien de l'humain. Et puis, depuis récemment, a créé aussi un groupe Facebook qui réunit plus de 700 personnes, qui s'appelle En chemin vers un autre monde. Bonjour Franck. Oui, bonjour Yann. Alors, depuis quand réfléchis-tu à un monde sans argent, Franck? Ça fait un paquet d'années quand même. Donc oui, là je suis effectivement à la retraite et puis après avoir travaillé pendant 20 ans dans l'industrie textile, je me suis orienté vers l'Asie pour rencontrer la mère de mes enfants, la personne qui est devenue la mère de mes enfants. Et j'étais en lien avec une culture euh, qui partage, qui est solidaire, qui échange. Enfin, ça fait partie de leur culture de pratiquer l'échange et le partage. Et j'ai été marqué par cette culture. Et tout naturellement, lorsque j'ai découvert Moussika, il y a quelques années, et Jean-Philippe Hubert, j'ai suggéré dans notre territoire, je suis là actuellement en Meurthe-et-Moselle, dans un petit village, de réunir des compétences pour permettant une alternative au monde marchand. Est-ce que tu peux nous parler de cette association Un chemin vers un autre monde? Alors, l'association pour le bien de l'humain, est une association qui s'est créée en 93, qui était orientée vers la protection et l'aide aux électrosensibles. Et ensuite, oui, j'ai très vite, comme je suis propriétaire d'un bout de forêt dans les Vosges, j'ai proposé aux personnes du territoire et de tout le Grand Est de venir se réunir ici pour partager notre vision, une vision différente du monde dans lequel on est, qui est quand même assez violent. Et j'ai proposé donc ensuite à des nomades, puisque j'ai accueilli pas mal de monde sur ce terrain, j'ai accueilli il y a quelques années des nomades et je leur ai suggéré de monter un groupe qui s'appelle donc En chemin vers un autre monde pour leur suggérer de rejoindre des différents lieux d'accueil en France et d'être en lien, de mettre en lien en fait ces différents lieux d'accueil euh, lors de voyages que l'on peut organiser sur le territoire français. Mais aujourd'hui, ça va au-delà du territoire français puisque on a la Belgique, le Portugal et l'Espagne aussi. Alors, pourquoi changer de modèle économique, Franck? Bah, en fait, l'utilisation de l'argent crée un lien de dépendance entre nous. On a un pouvoir aux dominants sur les dominés. Et l'idée d'un monde sans argent ouvre des perspectives où chacun se rend disponible de manière spontanée pour partager ses connaissances et son potentiel inné. Donc voilà un peu l'idée, c'est au-delà de l'argent, essayer au maximum de partager ce que l'on est, les connaissances que nous avons et de le faire en don. Comment vivent concrètement les gens dans une société sans argent? Déjà, ils doivent prendre leur repère, leur équilibre à l'endroit où ils sont, essayer d'être le plus proche de leur propre réalité et de manière spontanée, c'est ce que je disais tout à l'heure, de donner. Lorsqu'on organise des rencontres, on réunit ces personnes et chacun donne ce qu'il peut donner. Et voilà. Alors, un monde sans argent éliminerait la pauvreté, l'injustice, la corruption, les guerres, les problèmes environnementaux et bien d'autres maux. Quels sont les facteurs qui te touchent le plus personnellement? La guerre, les conséquences de la guerre, les conséquences de la famine, euh, et bien sûr les catastrophes liées au dérèglement climatique, et surtout l'incapacité de nos dirigeants, des dirigeants de ce monde, à répartir équitablement nos richesses sur cette planète. Alors, dans l'optique d'une société sans argent, comment s'organise la politique commune? Il y aurait un président, pas de président du tout, des assemblées locales. Comment tu conçois la politique commune? Je pense que la démocratie
la mise en place d'une démocratie participative avec tirage au sort me semble la plus appropriée pour cela. Euh, mais il faudrait réécrire la Constitution, comme le propose Étienne Chouard. Je crois que lui pourrait en parler bien mieux que moi, mais voilà comment je vois le monde dans lequel on peut s'orienter à l'avenir. Alors, comment s'organise l'accès au logement? Parce qu'actuellement, donc, il y a des propriétaires, il y a des propriétaires de petits logements, de grands logements, il y a des locataires de petits logements. Comment tu conçois, admettons qu'on passe dans un système sans argent, comment tu conçois d'une manière pratique l'accès au logement? Eh ben, on parle beaucoup aujourd'hui de colocation, on parle d'écolieux. Voilà des formes de rassemblement dans des logements où on peut effectivement à la fois répartir les ressources que représente que l'on a chacun, euh, répartir en commun donc notre savoir-faire, nos besoins. Je prends l'exemple d'une voiture, plutôt que d'avoir chacun sa voiture, c'est d'avoir une voiture que l'on partage à plusieurs. Un logement, ben, la colocation peut être une solution pour effectivement limiter les coûts et progressivement abandonner l'argent pour ne n'être que dans le partage de nos savoir-faire et de ce que nous sommes. Alors, admettons que maintenant on passe dans un système sans argent, les personnes qui sont propriétaires de leur maison, elles resteront propriétaires? Alors, je vais prendre l'exemple de mon terrain dans les Vosges. Je suis propriétaire d'une forêt, d'un bout de forêt. Et ce bout de forêt, donc, il a été payé par moi-même. Plutôt que de le céder à quelqu'un qui peut en avoir besoin, je préfère le mettre à disposition à un groupe de personnes qui en prend soin. Il existe aujourd'hui des solutions juridiques comme le Commoda. C'est un droit d'usage gratuit donc on met à disposition un terrain, un groupe de personnes qui va en prendre soin. Et cette mise à disposition, elle est gratuite. En échange de cette gratuité, on prend soin du lieu et voilà une solution. Donc les logements, ben, déjà les propriétaires de maisons, euh, on le retrouve dans les Vosges, mais on le retrouve dans plein de régions, euh, beaucoup de propriétaires, enfin un certain nombre de propriétaires mettent à disposition leur propre logement pour organiser des colocations et des rencontres entre personnes, des réunions entre personnes, pour pouvoir y vivre ensemble et éviter de monnayer son lieu. Admettons qu'on soit passé maintenant dans une société sans argent, comment s'organise le travail? On a tous des compétences, on a tous des envies, des passions. Ces compétences, lorsqu'on est passionné par un domaine, on ne le monnaie pas, on le partage. Ce qui est important, c'est de le partager. Donc, si on réunit toutes les compétences, on réunit toutes les compétences de chacun, on doit pouvoir euh, gérer ces compétences, les distribuer, les partager sans usage de l'argent. Toutes les parties qui sont difficiles à réaliser, on a plein de tâches qu'on n'a pas envie de faire, et ben on les répartit de manière équitable avec tout le groupe, toutes les personnes. Alors, comment s'organiserait la reconversion des métiers qui disparaîtraient, hein? Parce que les vendeurs, tous les intermédiaires, les banquiers, les comptables, il y a des millions d'emplois qui seraient amenés à disparaître. Comment tu s'organiserais cette reconversion lors du passage vers une société sans argent? Ben, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. On sait que, je crois, 40% des métiers d'aujourd'hui vont disparaître. Euh, Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ben, je crois qu'à chacun de réfléchir à ce qui le passionne, parce que beaucoup, moi c'était le cas aussi à un moment de ma vie, euh, on travaille pour se nourrir, on travaille pour pouvoir équilibrer notre vie professionnelle, personnelle, et on n'est pas forcément, on n'agit pas forcément de manière à partir de ses passions. Moi, si je m'écoutais, si je m'étais écouté, j'aurais arrêté très vite l'activité que je faisais
parce que j'étais passionné par le dessin, j'étais passionné par la musique, mais elle n'était pas rémunératrice. Donc aujourd'hui, on devrait plutôt se tourner vers ce que l'on aime faire. Et ce que l'on aime faire, on aime le partager et on n'a plus envie de le monnayer. Donc c'est à chacun de trouver cet équilibre-là et de composer le fameux puzzle qui permet de réunir toutes les compétences, tous les savoir-faire et toutes les envies de chacun pour ensuite les partager de manière sans usage de l'argent. Et les contraintes que nous avons toujours, c'est certaines tâches qu'on n'a pas envie de faire, ben celles-là, on les répartit de manière équitable en fonction des besoins du territoire ou du quartier ou du village dans lequel on est. Alors, l'accès à la nourriture, comment s'organise la production alimentaire? Par exemple, il y aurait des restaurants gratuits, il y aurait des centres alimentaires où on peut se servir comme on veut. Comment s'organise l'accès à la nourriture? Alors la première chose qui me paraît importante, c'est de pouvoir euh, mettre en place un système qui permet d'avoir cette nourriture. Alors j'avais dans mon village contacté le maire, j'avais demandé s'il était possible de mettre en place un potager solidaire géré par une association où chacun participe en fonction de ses envies et créer la richesse alimentaire dont a besoin le territoire, le village. Donc ça, c'est une solution. Une première solution, c'est trouver dans chaque territoire, dans chaque quartier, dans chaque village, euh, en accord avec la mairie, de trouver un bout de terrain qui nous permette de monter un potager solidaire, participatif, où chacun va donner un peu de son temps pour créer cette nourriture et créer cette ressource alimentaire. Et ensuite, cette ressource, elle peut être effectivement distribuée soit de manière très locale, toujours de manière locale en fait, dans le village, par une association qui disposerait d'un petit local qui s'appellerait une épicerie participative, où à nouveau chacun donne un petit peu de son temps pendant le mois pour organiser la distribution de l'alimentation qui est issue à la fois du potager solidaire, mais certainement aussi de tous les producteurs locaux qui peuvent apporter leur contribution à nourrir le territoire. Mais c'est de manière participative et bénévole. Comment s'organiserait l'éducation dans le système que tu conçois de la jeunesse? Alors d'abord les écoles, les enfants doivent être ils rejoignent aujourd'hui des écoles communales dans les villes, mais ce serait bien aussi de constituer des écoles très locales euh, où la formation, l'éducation des enfants est réalisée par des humains, par des personnes avec beaucoup de bienveillance. Donc voilà comment s'organise l'éducation. Et après, cette éducation, elle se prolonge pendant toute notre vie, depuis qu'on est enfant, mais jusqu'à la fin. On est éduqué, on s'éduque par le partage de nos connaissances et de qui nous sommes, mais de manière locale. Comment s'organiseraient les transports? Donc chacun aurait une voiture, par exemple, elle fonctionnerait au pétrole. Comment tu conçois les transports? La première étape, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est que plutôt que chacun ait sa voiture pour aller faire ses courses, eh ben on met en place des véhicules communs et on propose au groupe qu'il y ait une personne ou deux personnes qui s'occupent de l'achat de l'alimentation qui n'est pas produite de manière locale pour aller les chercher dans des magasins qui sont éloignés. Donc, en fait, on utilise un véhicule commun pour se déplacer. Et pareil pour aller chercher les enfants à l'école. Enfin voilà, l'idée c'est euh, d'éviter d'utiliser de manière excessive les moyens de transport, alors qu'il y a des possibilités de se réunir et puis de faire des choix plus intelligents en mettant des véhicules en commun. Comment conçois-tu la transition?
certains parlent d'une transition violente. Je n'arrive pas à imaginer qu'elle puisse être généralisée dans le monde entier. En même temps, je le vois par territoire, par tout petit territoire, par village. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. J'en sais trop rien. Je pense que prendre une décision de tout changer et de basculer d'un coup, je ne vois pas comment ça peut se réaliser. Je n'arrive pas à l'imaginer. Donc pour l'instant, j'agis, moi, à mon niveau, au niveau local, autour de moi. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler plus de ton association, notamment de ton action au niveau de ta commune? Tu me parlais de liens avec la mairesse pour mettre en place des potagers. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Alors, je suis en fait, depuis quelques années, une association qui s'appelle SOS Maire, qui est Alexandre Boisson a créé il y a quelques années et qui propose effectivement, on l'a vu pendant la période des Gilets jaunes, il y a eu un moment donné où on s'est posé des questions sur la manière dont on allait être approvisionné en nourriture. On parlait de Rungis, on en parle de nouveau un petit peu aujourd'hui avec les agriculteurs. Si demain, les territoires ne sont plus livrés en nourriture, au bout de 3 jours, il n'y a plus rien dans les magasins. Donc l'idée, c'est ce que j'ai proposé aux maires, d'ailleurs à plusieurs maires. J'ai fait une tentative sur plusieurs communes. Je leur ai dit, ben voilà, comment arrivez-vous à régler le problème puisque vous avez vocation à trouver des solutions dans votre territoire et dans votre commune. S'il y a rupture d'alimentation, rupture d'approvisionnement, comment faites-vous au bout de 3 jours? Eh bien, ils ne savent pas comment faire. Donc, Alexandre Boisson, avec SOS Mer, suggère de proposer aux communes, justement, de mettre à disposition un terrain pour organiser, avec une association à créer dans le village, pour organiser l'exploitation de la terre et créer un potager commun. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est une initiative. La deuxième, qui découle de la première, c'est de pouvoir distribuer les produits alimentaires autour du village. Dans le village où je suis, il n'y a plus d'école et il n'y a plus de commerce. C'est-à-dire que pour aller s'alimenter et faire nos achats, on doit aller dans le village à côté, voire à 30 km pour les supermarchés ou les hypermarchés. Pouvoir proposer demain une solution à proximité pour les personnes âgées et pour ceux qui ont du mal à se déplacer, c'est quand même une solution qui est intéressante. Donc j'ai proposé au maire de mettre à disposition un local pour ouvrir une épicerie participative qui pourrait être gérée par une association. L'association pour les biens de l'humain est une association qui pourrait se rendre disponible pour cette activité-là. Et donc, on réunit un minimum de 50 personnes localement pour organiser la distribution de manière très locale, la distribution alimentaire qui vient à la fois du potager solidaire, dont on a parlé tout à l'heure, et qui pourrait venir des producteurs qui sont aux alentours. Et donc, la première étape serait effectivement de réunir des producteurs qui sont prêts à jouer le jeu, de réunir ces 50 premiers bénévoles dans l'association qui vont être, qui vont, je dirais, organiser cette distribution et cette logistique, mais qui seraient également les premiers consommateurs de cette épicerie. Et donc, être bénévole, c'est mettre à disposition 3 heures ou 4 heures de son temps dans le mois pour accueillir les produits qui viendraient des producteurs locaux, qui viendraient du potager, pour ensuite les proposer au prix des producteurs. Donc, l'association ne dégage aucune marge. Proposer les produits locaux directement aux consommateurs qui sont au départ les bénévoles, les 50 bénévoles de l'association, et ensuite d'autres personnes qui pourraient s'y rajouter
au fur et à mesure que l'activité évolue. Voilà. Ensuite, il y a d'autres initiatives. On parle souvent aussi de recyclage, c'est-à-dire de réutiliser, le réemploi de matériaux est quelque chose qui se développe aussi énormément aujourd'hui. La réparation de matériel ou d'outils pour éviter d'acheter des outils neufs, ça sont des activités aussi qu'on peut développer de manière locale, avec des repères cafés, des ressourceries, voilà. Donc ça, c'est une activité aussi qu'on peut développer ici de manière locale, mais qu'on peut développer et qui se développe d'ailleurs dans plein de régions de France. D'accord. Donc pour toi, quelles sont les grandes difficultés pour le passage vers une société sans argent? C'est le pouvoir politique? Ce sont les gens qui ne sont pas prêts? Quelles sont les grandes difficultés? Alors pour le pouvoir politique, évidemment, enfin pour moi c'est évident, tant qu'on est dans un système contraint, euh, on aura du mal à développer ça. On peut le développer de manière locale, mais il faut que, à la fois il faut un collectif fort et qui ait le courage d'aller jusqu'au bout. Et en face, il faut avoir des communes qui sont prêtes à jouer le jeu. Donc ça, de manière locale, on peut le faire. De manière globale, je disais tout à l'heure que je ne l'imagine pas pour l'instant parce que je ne vois pas comment nos politiques peuvent s'ouvrir à une démocratie participative. Voilà. Et ensuite, ce qui me paraît être le plus compliqué, c'est l'humain. Eh ben, l'humain, il est difficile. Réparer une machine, c'est facile. On met les outils et on y va. Mais changer, faire évoluer l'humain pour qu'il soit plus dans le partage, dans la bienveillance et qu'il construise dans cette voie en n'étant pas dans la peur, parce on est dans la peur aujourd'hui. C'est compliqué. Et quand on est dans la peur, on se recroque au vide. Donc on n'est pas dans le partage. On n'est pas dans un collectif. On est encore très individualiste. Voilà. Alors il y a des cultures comme en Asie, parce que je crois que toi tu es aussi en Asie. Ça fait partie de leur culture, partager, échanger. C'est pour ça que je voyage aussi beaucoup en Asie, pour retrouver un peu cet état d'esprit que l'on a beaucoup moins ici. Euh, mais l'humain, c'est le point crucial. Et je pense que c'est un travail individuel. On doit tous passer par. Enfin bon, là, je vais très loin dans ma réflexion, mais pour moi, on est proche d'un effondrement. On est déjà dans une espèce d'effondrement. Et en fait, l'effondrement, il est pas collectif, il est d'abord individuel. On doit chacun s'effondrer individuellement pour comprendre comment on doit se comporter individuellement pour créer ensuite une, un monde nouveau collectif. On doit apprendre et comprendre ce qu'on est en train de vivre chacun. Et c'est très très compliqué. Donc voilà, j'essaie de répondre à ta question de la manière la plus, enfin celle qui correspond à ce que je ressens moi avec mes émotions, quoi. Tu penses que la création d'un mouvement politique ne serait pas possible? Si, mais après un effondrement individuel et collectif. Comment on change individuellement? Par des chocs, par un choc qu'on peut avoir. C'est souvent lorsqu'on s'est effondré qu'on prend conscience de comment on doit se reconstruire. Qu'est-ce qui doit changer dans notre vie individuelle pour construire quelque chose de nouveau. On doit passer par un effondrement, donc quelque chose de radical. Et j'ai le sentiment qu'on va y arriver. On n'est pas loin. Et là, va se reconstruire quelque chose de nouveau par une prise de conscience individuelle, puis collective, ou l'inverse, peu importe. Mais de toute façon, ça va être. On doit vivre cet effondrement, pour moi, individuel, pour accéder à autre chose et pour construire quelque chose de nouveau. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, donc ça suppose donc un nouveau paradigme sociétal, donc suppose une nouvelle conscience quelque part. Oui, oui. Pour moi, la spiritualité est très, très importante dans cette démarche-là.
Et c'est le travail que moi je fais et que chacun fait à sa manière. Enfin, voilà. Et, et cette prise de conscience, elle va, pour moi, venir ou pas, individuellement. Et je ne la conçois, moi, que dans une démarche spirituelle, absolument. Une prise de D'accord. conscience individuelle où intervient la spiritualité. Ouais. Aujourd'hui, on croit en quoi? Quelles sont nos valeurs aujourd'hui? À chacun de répondre à cela. Est-ce qu'on continue à aller vers ce monde contraint où on n'a pas de liberté, euh, on n'exprime pas du tout qui on est, euh, on est dans la peur, et quand on vit dans la peur, on ne peut rien construire de beau. Voilà. Donc exprimer à partir du cœur qui on est. Et le cœur, quand il s'exprime, il ne se trompe pas. Hein. Pour moi, tout est parfait. C'est juste les hommes qui ne sont pas parfaits. D'accord. Bah, écoutez, souhaitons que l'homme puisse s'éveiller tel ce Bouddha qui est à côté de toi, hein, pour qu'on puisse Oui, c'est une créer déesse qui ensemble m'écoute. un meilleur monde. Hein, je te remercie beaucoup pour ton interview, Franck. Et puis, je vais Merci à vous. lancer des tables rondes dans le futur entre penseurs post-planétaires. Tu voudrais y participer? Il n'y a pas de souci, on peut se faire des rencontres dans le monde réel et puis on peut se faire des rencontres, s'organiser des rencontres comme on le fait ici. D'accord, bah c'est parfait. Bah, écoute, je te souhaite une bonne journée, Franck. À bientôt. Ouais, je te remercie Yann de Au m'avoir revoir. invité. À bientôt. Salut. J'ai longtemps